C'est rigolo, mais quand quelqu'un qui n'a jamais touché à des flingues, la première fois qu'il entend dire que t'as un coffre-fort, maintenant j'en ai deux, deux coffres-forts pleins de matos, ils sont là, mais quoi? Mais ça, en France, mais c'est pas légal, machin. Puis tu les emmènes au stand de tir, tu les fais essayer un peu, et en général, ce qui se passe derrière, c'est qu'ils prennent leur licence. C'est ça, ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'attends les journées de découverte parce que j'ai déjà converti 2-3 personnes parce que j'avais autour de moi, il y a certaines personnes qui ont des traumatismes anciens par rapport à des accidents de vie, des choses comme ça. Je peux comprendre et je respecte tout à fait ça, et c'est vrai que t'en as beaucoup parlé, tiens, on va enchaîner là-dessus. T'en as beaucoup parlé dans Plomb, Poudre et Laiton, que j'ai trouvé être une excellente initiative parce que, alors moi, je suivais un peu de contenu sur le tir, sur les armes, etc. J'avoue, je regardais beaucoup la chaîne de Renault, que je trouvais très intéressant quand il parlait armes à feu, pas quand il parlait d'autres choses, mais quand il parlait armes à feu, je le trouvais absolument passionnant. Pareil, moi, ce que j'aime bien chez Renault, c'est la série Armes de merde, par exemple. Voilà, c'est génial. Mais c'est pour ça que tout le monde regarde Renault, en vrai. Bien sûr. C'est pour ça. Voilà. Bien sûr, et c'est tout à fait justifié parce qu'il a un ton, une liberté de ton, lui aussi, et une connaissance surtout. J'aime les gens qui savent ce dont ils parlent, et on voit d'ailleurs très bien qui sait de quoi il parle, et il y avait 2-3 petites chaînes comme ça que je regardais, mais du coin de l'œil, parce qu'il y avait pas d'accroche, justement, il y avait pas ce côté passionnant qu'il pouvait y avoir dans les vidéos de Renault, et de plus en plus depuis quelque temps dans les tiennes, quand tu faisais des petits clins d'œil aux armes à feu, que ça soit dans les sponsors ou dans autre chose, je ne savais pas à l'époque que t'étais tireur et que tu t'intéressais à ça, mais je sentais l'œil qui frise au moment où tu attrapais ton fusil à pompe ou un petit machin qui me disait oh là, lui il est des nôtres. et j'ai trouvé ça chouette quand j'ai vu, je l'avais découvert, t'étais en live sur Twitch, et je me suis mis sur ton live et t'as diffusé le premier épisode de Plomb, Poudre et Laiton. Et c'est là où j'ai découvert, voilà, j'ai découvert ton projet à ce moment-là. C'était comme beaucoup de monde, j'en avais pas spécialement parlé avant. Et le truc, c'est que j'ai fait ça aussi parce que j'en avais un peu marre de me faire traiter de facho parce que j'ai des armes à feu. C'est pour ça que toute cette série là tourne autour de ça. Non, les armes à feu, c'est pas juste un truc de facho. Mais bon, maintenant que j'ai bien dit ça dans cette série, j'aimerais en faire des un peu différentes. Par exemple, là, j'aimerais bien le mois prochain. J'attends la confirmation de l'armurier, mais j'ai 2-3 personnes qui n'ont jamais touché des armes à feu. Des petites nénettes de frêles, tu sais, le genre vraiment l'archétype de la personne qui ne touchera jamais une arme à feu autrement, qu'on va mettre au stand. Et objectif, on finit en fin de journée avec un Desert Eagle en 50 AE, quoi. D'accord, sympa. Parce que si tu donnes ça à quelqu'un qui n'a jamais tiré avec une arme à feu, c'est la dernière fois qu'elle tire avec une arme à feu parce qu'elle va se faire mal. Ça sert à rien. Non, c'est même. À chaque fois que j'emmène quelqu'un au stand, je lui donne d'abord une grosse carabine en 22 long rifle, limite discipline de hunter, le truc qui bouge pas. La plupart du temps, les gens disent mais c'est bon, le coup est parti, donc tu vois, ça fait rien. Voilà. Ensuite, on fait la même chose avec une arme de poing en 22 long rifle, ça bouge toujours pas, ça fait pas de bruit, tu mets un modérateur de son, etc. Ensuite, on passe au 9 mm avec un modérateur de son, donc le truc bouge pas, le truc fait du bruit, mais voilà. Beaucoup, on enlève le modérateur de son, ça bouge un peu plus, mais là je leur dis, tu vois, là t'as un 9 mm de flic qui bouge comme un flingue de flic avec tout ce qu'ils ont fait avant. Bon, les 2-3 premières cartouches restent impressionnantes, et puis après, c'est ça une arme à feu. Maintenant, t'as vu le 9 mm, on va passer au 38 spécial, ça bouge un tout petit peu plus en fonction du flingue. Ok, bon, on va passer au 45 ACP, bon, ça bouge encore un tout petit peu plus. Maintenant, tu vas prendre le 357 Magnum. Et en 1 heure, t'as des gens qui n'avaient jamais tiré avec une arme à feu, qui prennent plaisir avec un 357 Magnum. Bien sûr. Alors que si tu commençais par leur donner le 357 Magnum, ils tirent une cartouche, ils vont... Voilà. Et en vrai, si tu inities les gens comme ça, ils se rendent compte que non, c'est rigolo. Mais bien sûr, c'est juste rigolo. Il n'y a pas besoin d'être facho, ni d'avoir besoin d'une quelconque opinion politique, ni rien. C'est juste fun. C'est ça, mais c'est un hobby, et c'est pour ça que j'ai beaucoup... Tiens, d'ailleurs, est-ce que la chaîne continue, ou est-ce que c'était juste histoire justement, c'est ce que je disais. Maintenant, j'aimerais faire des vidéos un peu plus à la Astronogeek, en fait. Donc, il y aurait cette idée de montrer comment on peut initier quelqu'un aux armes à feu, et qu'en fait, c'est rigolo. J'ai aussi un script d'écrit de debunk sur les silencieux, parce que du coup, ce sont des modérateurs de son. Oui, bien sûr. Même quand c'est censé être très silencieux,
C'est pas comme dans les jeux vidéo où tu peux flinguer un mec et celui d'à côté il a rien entendu. Parce que certes, c'est très discret, hein, je veux dire, dans un endroit très bruyant et tout, comme. Je me souviens, c'était quoi? C'était la série. Merde. Stranger Things, je sais plus si c'est la dernière saison ou l'avant-dernière, où il y a un moment un espion russe qui marche dans la foule et qui assassine un mec avec ce qui a l'air d'être un 9 mm. En vrai, quand t'as des pétards à côté ou quoi, bon, tu peux te dire c'est 2 pétards qui partent et ça, c'est crédible. Mais pour autant, les infiltrations pas possibles avec les non, ça n'existe pas. Et donc l'idée, c'est de tester différents flingues et de comparer avec un sonomètre et d'essayer de rendre ça de manière la plus réaliste possible en vidéo, ce qui va être une purge. Voilà. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Justement, je vais en profiter tant qu'on est tous réunis pour vous dire que le projet de chaîne secondaire arrive au mois de février, puisque moi aussi je me lance dans une chaîne d'armes à feu, de tir sportif, mais avec des partenaires, voilà. Donc j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de tirer ensemble. Enfin, je veux dire, on s'est compris. Hein. Et dans quel coin là ? Moi, je suis en Dordogne, dans le sud-ouest. On est un peu loin. On est un peu loin, mais bon. Mais bon, si l'occasion se présente. Ah, mais avec grand plaisir. Surtout que là, on a enfin trouvé un stand qui acceptait que je vienne filmer, parce que il faut savoir, pour ceux qui connaîtraient pas encore la discipline, la FFT, et ils ont tout mon respect éternel et gloire à eux, ils sont magnifiques. C'est pas les gens les plus fun qui soient pour tout ce qui est du contenu ludique, surtout sur Internet. Mais voilà, donc ça va arriver très très vite. Je pense que dans le clavardage, quelqu'un est au courant d'ailleurs, mais avec grand plaisir. Et justement, moi aussi, je voulais aller faire des vidéos comme ça in situ, peut-être pour voir la collection des gens qui acceptent, parce que alors il y a le fameux pour vivre heureux, vivons cachés qui prévaut un peu chez beaucoup de tireurs et beaucoup de collectionneurs, mais allez voir des collections. Je vais dire un truc, les gens. Vous ne savez pas à quel point les chaînes YouTube que vous suivez de gens qui vous paraissent ne pas être tireurs sont en fait tireurs. Dans les YouTubeurs que vous regardez, il y a énormément de tireurs en France, donc c'était inévitable. Dans les YouTubeurs que vous suivez, il y a beaucoup plus de tireurs que vous ne le croyez. Bien sûr. Et certains avec des belles collections, mais effectivement, ils préfèrent ne pas en parler parce que quand t'en parles, t'es un facho. Oui, donc tout à fait. Et il y a ça et la peur aussi d'être réprimandé, parce que moi c'est ce que j'ai eu depuis, ça fait 4 mois maintenant que je monte le projet, et le retour que j'ai eu très souvent, c'est oui, mais moi si la FFT me voit, si jamais on fait une bêtise, je vais perdre ma licence, je vais être fignada, c'est d'où le truc, il faut pas non plus faire de bêtises. C'est pour ça que justement tout ce que je prévois là comme tournage, je calcule bien tout d'un point de vue légal. C'est-à-dire que je suis en très bon terme avec les gendarmes ici. Dès que j'ai un doute, je pose la question. On peut faire ci, on peut faire ça, machin. Et l'idée est toujours d'être hyper réglo là-dessus. D'ailleurs, je les appelle souvent en disant là, j'ai un tournage dans tel lieu, on n'a pas d'autorisation, donc on va y aller comme ça. Donc vous êtes prévenus, si on vous appelle pour cambriolage ou quoi, non, c'est juste nous. Là, on va tourner, il y aura une arme à feu sur le set, parce qu'il y a une arme à feu qui apparaît, ou que sais-je. Et en général, tu sais ce qui se passe ? Ils viennent voir le tournage parce que ça les intéresse. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça t'a fait la même chose. Moi, quand ils sont venus vérifier mes installations, ils m'ont pas dit attention, monsieur Nia, ils m'ont dit hey, faites voir, vous avez quoi là ? Oh putain, c'est pas mal ça. Et ça, c'est quoi ? Et on a reçu les HK en dotation. C'est simple. C'est simple. À chaque fois que j'achète un pétard, les premiers à qui j'envoie la photo, c'est les gendarmes. Ouais. Regardez, je suis là maintenant. C'est censé être leur boulot, donc voilà. Et après, eux, ils m'envoient les leurs. Oui. Ah ouais. En plus, il est full auto, hein. Ah ouais. Tu fais chier. Oui, ça c'est le privilège de l'uniforme. Bon, après le full auto au niveau du tir sportif, c'est pas non plus ce qu'on fait de plus intéressant. Alors, mais c'est rigolo. C'est rigolo pour dire tu fais du full auto une fois, mais c'est cher. Ça va très très vite. Faut avoir sa copine armurière ou un truc comme ça. Voilà. Mais disons que si tu veux viser, tu tires pas en full auto.
Voilà. Non. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Pour les quelques fois où j'ai eu l'occasion de le faire, tout c'est à très fait. rigolo. Oui, moi aussi. Bah, disons que moi j'ai découvert le full auto, à l'armée, mais tu tires une fois par an, et surtout aux États-Unis où tu peux louer un stand avec des armes à disposition et où tu tires avec à peu près tout ce qui se fait en armement, même des trucs qui seraient même pas autorisés à la vente pour l'armée en France. Mais c'est ça qui est très très rigolo. Après, j'avoue, comme tu dis, pour le tir sportif, ça sert pas à grand chose. Moi, j'ai du semi-auto, comme toi, c'est largement suffisant et on s'amuse. Disons que au prix de certaines munitions, tu essaies quand même de les mettre un peu dans le gong ou dans la cible, donc tu les tires de toute façon une par une. Et même en tirant une par une, alors attends, excuse-moi. Moi, mon stand autorise appelons ça du tir rapide, hein. Bam, 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 bam. Bon, voilà. Tant que tu arrives à toucher, du coup, c'est rigolo. Par exemple, le scorpion que j'ai là derrière. Ouais. Celui-là que je montre. Pas sûr. Non, il est là, le scorpion. Bref. Le scorpion, il bouge très peu. Donc, à 50 mètres, c'est pafting, pafting, pafting. Aucun intérêt à tirer moins vite à un moment. Tu sais, tout à fait. Le but, c'est justement de voir ce que tu arrives à faire. Non, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je voulais te demander, toi, comment ça a commencé ton intérêt pour le tir, pour les armes, depuis. Ça t'a pris à quel âge tout ça ? En vrai, je dirais que le tir est un peu, comment ils disent les woke, intersectionnel, voilà, de tout un tas de centres d'intérêt que j'ai, notamment l'optique. Donc forcément tous les trucs que tu mets, j'en mets systématiquement sur les flingues, hein, la Kalash, elle a une optique, le Scorpion a une optique, même la Winchester elle a une optique d'époque, enfin j'aime bien, voilà. Cool. Après il y a tout le côté balistique, hein, calcul de trajectoire, machin, la mécanique, la chimie, et il y a un truc que j'ai toujours aimé, je sais pas pourquoi, c'est tous les trucs que tu fais à distance, par exemple. Je sais pas, faire mumuse avec un drone, se dire que tu pilotes un machin qui est à 300 mètres, la radio amateur, l'observation astronomique, c'est un petit peu dans la même idée, tu vois, les optiques, encore une fois, pour regarder le truc qui se passe loin, etc. Et donc finalement, tirer sur une cible qui est à 50, 100, 200 mètres, c'est un peu pareil. Et quand j'étais gosse, je m'amusais déjà avec de l'airsoft, mais pas pour tirer sur les copains ou pour faire le mariole ou quoi, mais justement pour essayer de toucher des choses, des cibles, tu vois. Donc je sais pas, j'ai toujours bien aimé ça, et je sais pas, j'ai ma licence depuis 2012, 13 peut-être, je sais plus. D'accord, oui, t'es un vieux de la vieille en fait, ça fait quand même pas mal de temps. Un peu plus d'une dizaine d'années du coup. T'as une licence dorée maintenant, t'as des réducs. Voilà, c'est ça. Et en fait, je crois que dès que j'ai su qu'on pouvait, et dès que j'ai eu les moyens, je me suis dit allez go quoi. D'accord. J'ai commencé comme tout le monde avec une petite 22 long rifle, et puis ça. après j'ai acheté ça, et puis après ça, et puis après ça, et aujourd'hui je les compte même plus. Là tout de suite je saurais pas te dire combien j'en ai là à la maison. De toute façon on a catégorie C, non mais oui bien sûr. On est des dizaines. Des dizaines, ok. T'as épuisé toutes tes catégories B, j'imagine. Pour l'instant. Pour l'instant. Oui, mais parce que maintenant, je sais pas si tu sais, mais les anciennes catégories C qui sont passées en catégorie B ne comptent pas dans le total. Dans le total, oui, d'accord. Par exemple, le fusil à pompe catégorie B, il compte pas dans le total de 15 armes de catégorie B que tu peux avoir. Mais non, attends. Non, je peux encore en avoir 3. D'accord, ok. Il faudra que je fasse les papiers. Mais là, je me suis dit, cette année, je me calme parce que là, pour Noël, je me suis payé un vrai Colt 45. D'accord. Et un Walter PPK. Walter, ok. C'est allemand, c'est pas anglais, même si c'est l'arme de James. Ah oui, alors j'ai découvert un truc tout récemment, parce qu'une fois que je l'avais dans les mains, je me suis dit, je dis à tout le monde, pour ceux qui veulent situer, c'est le flingue de James Bond. Et alors, il y en a un qui me dit, oui, c'est aussi le flingue de... merde, comment il s'appelle le détective super chiant, là... Ah, Derrick. Oui, voilà. Il me semble que c'était les armes de dotation de la police allemande jusque récemment, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas fini. Et alors moi, forcément, quand il me dit c'est l'arme de Derrick, je me dis, ah tiens, rigolo. Je vais sur la page Wikipédia du Walter PPK, et il y a une autre personne notoire, il a un gros fait d'armes, ce flingue, hein, quand même. Tiens, dis-moi, de qui donc était-ce l'arme ? Hitler.
Ah oui, effectivement. Après, si lui en avait pas Avec, eu... avec ce flingue qui s'est suicidé. D'accord, ok. Ah, mais je crois que je l'ai vu passer. Salut et merci Pierre. Merci pour l'abonnement pour les 5 mois. D'accord, oui, je crois que j'avais vu passer ça. D'accord, bah écoute, en même temps, il utilisait des produits locaux. Hein. C'est le flingue qui a tué Hitler, c'est pas si mal. Il utilisait des produits locaux, bon, on peut pas l'en blâmer non plus. Voilà. Ok. Ouais. Et, tiens, bah oui, je vois que t'as stocké un peu. Si déjà il est là. Bon, il a pas d'arrêtoir de culasse. D'accord. Ah ouais, c'est. Et c'est Rikiki. Ah oui, c'est Rikiki et c'est tout petit. Ah non, c'est tout petit. Je suis bien d'accord. Et ça, j'ai eu l'occasion de tirer avec un modèle équivalent il y a quelques temps et c'est vrai que c'est super agréable aussi. Et Par contre, celui-là a peut-être besoin d'un petit nettoyage parce que de temps en temps, il me fait quelques quelques incidents de tir. Et je sais pas pourquoi. Mais il va une fois avoir droit à un démontage complet, un nettoyage en profondeur et. D'accord, oui, bah ça. Je mets bien à l'image parce que ça attire les gens sur Twitch dès qu'ils commencent à voir des flingues. Ouais, non, il est vraiment superbe, Et je vois dans le clavardage Sleepy Kenshiro, je sais qui c'est, donc merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu savais que l'arme sur la pochette de James Bond avec Sean Connery est un pistolet à plomb? Non, je ne savais pas. Tiens, c'est rigolo ça. Oui, c'est tout à fait envisageable. De toute façon, tu sais, pour le Cinoche, ils utilisent souvent des armes d'alarme ou des trucs comme ça. Bon, aux États-Unis, ils ont plus facilement la possibilité d'en utiliser des vrais. Mais quand tu peux utiliser un flingue d'alarme, ça facilite beaucoup de choses, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité. Parce qu'au moins, t'es sûr qu'il y aura rien dedans. Parce que regarde, comment il s'appelle l'acteur là qui a buté sa. Oui, puis il y avait eu le problème avec Brandon Lee aussi qui s'était fait descendre par erreur sur le tournage de The Crow à la fin. Pour une raison là récemment, il y a quelques années, mais j'en parle dans une des vidéos, ça doit être la vidéo sur la sécurité, et le nom ne revient pas. Il a buté sa. Oui, je vois. La photographie. Oui, tout à Alec fait. Baldwin, voilà, je veux dire, c'est un des frères, c'est un des frères Baldwin. Oui, non, mais complètement. Mais bon, après aux États-Unis, je pense que ça coûte moins cher d'acheter un vieux 38 d'occasion dans une bourse aux armes que d'aller acheter une Repro cinéma. Hein. C'est même. Bah oui. Mais du coup, c'est vrai que bon, alors après, tu te demandes, mais putain, qu'est-ce qu'ils foutaient avec des vraies cartouches sur un tournage, mais c'est toujours le risque avec les vrais. C'est pour ça que la première chose que je fais, c'est toujours regarder qu'ils sont vides, même si c'est moi qui les ai manipulés avant. Ah oui, non, bien sûr, tout à fait. Alors moi, en plus, je tire. Moi, je me suis remis au tir sportif pour mon fils qui a 12 ans maintenant et qui rêvait de faire du tir sportif. Donc la majorité des armes que j'ai achetées, sauf quelques-unes, c'est pour lui. Et effectivement, bah tiens, puisqu'on se la montre, en classique, moi, je me suis enfin payé un grand classique que tu reconnaîtras aussi. Alors moi je suis très revolver. Voilà, je te présente. Ah oui, mais alors toi t'es Team Smith et Wesson. Voilà, moi je suis Team Smith et Wesson, j'avoue. C'était un de mes rêves de longue date. Voilà, bah vas-y. Ouais, merde. Moi, je suis Team Colt. Ah ouais, oui, non mais j'ai rien contre, hein. Au contraire, j'avoue que quand j'aurai 873 000 abonnés, je m'achèterai des Colt aussi, parce que c'est des armes de riches, les Colt, on va pas se mentir. Hein. Ah ouais, mais oui. On est bien d'accord. Celui-là, on l'appelle la Rolls-Royce des revolvers. Ah mais je sais, mais c'est voilà. Je dois avouer que je n'ai jamais vu une détente aussi précise. Il n'y a aucun jeu. D'accord. Dalle. Il est mais incroyable ce flingue. J'ai, je crois, jamais eu l'occasion de tirer avec. Tu peux tirer avec un Colt Python. Ouais. J'ai tiré avec un Python, pas avec ce modèle-là. J'ai tiré il y a quelques années de ça aux États-Unis, dans un stand. C'était pas avec ce modèle-là. Bon, je trouve plus les clés de mes verrous. Bon, je suis chez moi, c'est pas grave. Mais ah oui, il est vraiment splendide. Ouais. Eh ben moi, je suis à la recherche de son équivalent, mais chez Smith & Wesson. Voilà, comme oui, effectivement, je suis assez fan de la marque. Et dans les classiques, voilà. Mais moi, je cherchais ce modèle-là depuis très très longtemps, et j'en ai trouvé un pour assez peu cher, parce que c'est des modèles, c'est modèle 64. C'est celui de Dirty Harry ou un truc comme ça, non? Non, celui-là, c'était les armes de dotation de la police américaine. Donc c'est du 38. Hein, celui-là, c'est pas du
357. Mais ça a été l'arme de dotation de la police américaine pendant très très longtemps, et il a été vendu ensuite en France pour les compagnies de sécurité pendant de longues années, et certaines unités de police aussi. J'ai l'habitude, quand j'ai le choix, de prendre plutôt les flingues en 357, pour une raison con. Quand t'as un flingue tu peux tirer du 38 avec, bien sûr. Tu peux mettre du 38 dedans, le 38 ça tape moins, c'est un poil moins cher. Mais donc du coup, quand t'as pas envie de taper trop fort ou que tu le prêtes à quelqu'un qui a pas l'habitude, tu mets du 38. Alors que l'inverse n'est pas vrai. À une exception près, il y en a un que j'aimerais bien trouver, c'est le Colt détective spécial qui est 38. Donc, du coup, tu prends le 38 et puis c'est tout, quoi. Et qui est très très beau aussi. Ça fait partie des armes classiques que j'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup les armes. C'est parce que je l'aime beaucoup. Et ils sont très beaux, je veux dire, les armes plaquettes bois. Alors bon, ça c'est des plaquettes grip et tout, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que ces armes des années 60, 70, 80, plaquettes bois et tout. Là-dessus. C'est d'ailleurs aussi, c'est pour ça que j'ai mis du temps à me trouver un Colt 1911, parce qu'aujourd'hui, t'en trouves beaucoup qui sont refaits, alors déjà pas par Colt, pas en 45, et puis dans des couleurs ou des trucs des fois un peu chelous, et je voulais l'original. Donc, ah bah oui, j'aime. Et oui, vous voyez, on a des grands enfants tous, mais une fois de plus, ce qui prouve que ce sont bien des joujoux, puisque ce sont de grands enfants qui jouent avec des instruments. Donc je disais que c'était effectivement, définitivement des joujoux, puisque nous sommes de grands enfants qui jouons avec de jolis joujoux. Pareil, tu les trouves de 15 millions de manières différentes, ceux-là, mais je voulais vraiment du bois. Et... Ah, il est vraiment très chouette. Ouais. Il est de quelle année, celui-là ? Celui-là, il est tout neuf. Ouais, d'accord. Ah oui, effectivement, je vois la queue de détente. C'est... Ok. Ah oui, il est vraiment... Et c'est un Colt... C'est un vrai Colt 45. D'accord. Parce que le truc, c'est que quand tu vois ce flingue-là, parce qu'on le voit absolument partout, tout le monde te dit « Ah, c'est le Colt 1911 !» Oui, mais la plupart de ceux que tu vois ne sont pas des Colts. Oui. C'est certes des modèles 1911, mais ils sont même pas dans le... Parce que on l'appelle le Colt 1911, mais c'est le Colt 45. Ouais. Et ce ne sont pas des Colts, et souvent ils sont même pas en 45. Oui, c'est vrai. C'est la forme, en fait. C'est une appellation pour la forme et une appellation pour la peine, je voulais, moi, un vrai Colt. Et celui-là, je l'ai trouvé à un bon tarif. Oui, parce que c'est un peu cher. Hein. J'avoue que j'en ai cherché aussi. Mon fils est très fan de ce modèle et je vais en chercher un, justement. Tout le monde est fan de ce modèle. Je veux dire, même si tu reconnais facilement que c'est pas une bonne arme, je veux dire, il prend 7 cartouches pendant que n'importe lequel, même celui-là, il en prend plus. Hein, voilà. Aujourd'hui, le standard, c'est presque une vingtaine de cartouches. On prend 7 en 45 ACP, qui est pas non plus la munition. Enfin, voilà. Mécaniquement, il est dépassé. À démonter, c'est une horreur. Enfin, voilà. Encore qu'il y a pire, mais ce que je veux dire, c'est voilà, ça a fait son temps. Mais il est beau. C'est un flingue que tu vois dans tous les films, que tu vois. Oui, puis c'est un flingue historique, c'est une arme historique dont on connaît l'histoire, on sait sur quel champ de bataille il s'est traîné, on sait quelle technologie il a apporté à une époque où c'était capital, il y a tout le passé derrière, il a été à la ceinture des grands généraux des forces alliées, il a été à la ceinture de beaucoup de monde dans les films ensuite, enfin voilà, c'est un... Donc, forcément, quand tu sors ta collection pour emmener quelqu'un au stand de tir, il voit celui-là, et dit « Oh, c'est le Colt 1911 !» Bah oui. C'est le Colt 1911, oui, pour le coup. Il y a un truc que je dis toujours aussi, c'est que, alors certes, il y a d'autres marques, il y a machin, tu vois souvent des gens qui disent « Ah oui, mais moi j'en ai pris un, il est moins cher, les machins. » Alors oui, mais je préfère attendre, ne pas l'acheter tout de suite, économiser et prendre un vrai, parce que comment dire, le parallèle que je fais toujours, en tant que collectionneur, parce que c'est pour la collection, c'est pour dire, pareil, c'est le Colt Python, voilà, bref. Quand t'es collectionneur, imaginons, je te dis... T'aimes bien les belles voitures, tu peux avoir une Ferrari, mais c'est pas une Ferrari, elle a la carrosserie d'une Ferrari, ça se fait. Mais elle a le moteur d'une Fiat, et devant, le logo, c'est Fiat. Mais elle est beaucoup moins chère. Bah, tu vas peut-être me dire oui, mais tu vas peut-être aussi me dire... voilà, tu veux une Ferrari, t'as une Fiat, alors qui ressemble à une Ferrari, mais voilà. Bah non, je voulais un Colt 1911, alors certes, il est neuf, mais c'est un Colt 45. Et tu as tiré avec déjà ? Ah oui, bah bien entendu. Tu l'as amené, d'accord. Oui, depuis Noël, on remarque, il y a eu du temps. Oui. Et je l'aime bien. Ah bah j'imagine que je l'aimerais aussi à ta place. Voilà.
Et Sipin Kenchiro me dit que l'arme est encore utilisée par beaucoup de services spécialisés. D'accord, je savais pas. Bah après, je pense que c'est une arme qui est indémodable, oui et non. On a fait mieux, mais service spécialisé. Le truc, c'est que les flics dans des tas de pays peuvent, notamment aux États-Unis, aussi venir avec leurs flingues. Hein. Et il y a des tas de gens qui préfèrent le 45 ACP parce que soi-disant ça aurait un pouvoir d'arrêt supérieur, alors que c'est pas forcément vrai. Mais il y a aussi des tas d'idées qui ont la vie dure. Hein, et bah, ma foi, le mec il préfère ça. D'autant que ça, donc, c'est la version basique, le modèle 1911. Mais il a été lourdement modifié depuis. Par exemple, tu connais Greg Tabibian. Ouais. Oui, mais c'est son papa qui tout à fait, qui était ingénieur. Et le Colt Tabibian, il a un chargeur en double pile. Oui, alors que celui-là, c'est un peu pile, c'est pour ça que t'en mets que 7, tu vois. Il y a des tas d'améliorations qui ont été faites sur un flingue qui a quand même 110, 12, 13 ans. Tu m'étonnes qu'il a évolué. Mais aux États-Unis, recul emmène le truc et les incidents de tir, voilà, il y a très peu, à moins que tu fasses tes munitions toi-même et que t'aies mal dosé ta poudre, il y a peu d'incidents de tir avec un revolver, et c'est pour ça. Quand bien même elle partirait pas, à moins qu'elle reste coincée dans le canon, quand bien même elle partirait pas, bah tu retournes ton bien sûr, ça part. Bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai initié. Alors j'ai acheté. Bah tiens, hop, je vais vous montrer un truc. C'est vous qui voulez. Hop là, si jamais. Je vais refaire parce que c'est rigolo. Ah bravo. Non mais bravo. J'applaudis dès demain, dès aujourd'hui même. bravo. Ah mais c'est une super belle arme quand même. Il y a pas à dire. Et ça tu peux pas le faire avec un pistolet, tu vois, ou alors t'as l'air d'un gland. Oui, et puis surtout, tu risques de tirer une balle dans le pied ou dans le pied de ton voisin. Voilà. Je le redis pour ceux qui savent pas, mais donc ça s'appelle un revolver simple action. Je vais montrer avec le double action. Ouais. Ça, c'est un revolver double action. Tout à fait. Donc ça veut dire que je peux ramener le chien en arrière et tirer. Et je peux appuyer sur la queue de détente, ça fait tourner, ça actionne tout le mécanisme, et je tire. Celui-ci, je peux pas. Là, il se passe juste rien. Il faut que je ramène le chien en arrière et que je tire. C'est pour ça que dans les films, on les voit faire ça. Qui tirent comme ça en voilà, parce que tu peux pas faire autrement. Ils sont obligés de. Et c'est pour ça aussi qu'en général, ils ont des gants parce que ça frite vite. Et c'est pour ça que celui-là, tu peux faire le mariole avec la queue de détente. Il n'y a pas de sûreté sur un truc comme ça. Il y a littéralement pas besoin. Le coup ne peut pas partir. Oui, et Kenchiro me dit les 1911 sont en simple action. Tu peux jouer avec en toute sécurité. Tiens, je savais pas du tout. Tiens. Ouah. Non. Ça un flingue comme ça, il faut d'abord ramener le chien en arrière pour pouvoir tirer. Mais tu peux aussi... Merde. Ouais, ah bah oui, mais il est pas... il faut qu'il y ait un chargeur, il faut qu'il y ait une balle, tout ça. Mais tu peux... Attends. Oui. Il a partiellement raison. De base, comme ça, tu peux pas tirer. À partir du moment où le chien est en arrière... Mais c'est une action qui se fait automatiquement quand tu chambres une balle. C'est-à-dire que si tu n'as aucune munition chambrée, mais là du coup c'est vrai pour chaque flingue. Si tu n'as aucune munition chambrée, effectivement, il se passe rien. Mais à partir du moment où tu as chambré, ce qui se passe, c'est que tu as ramené le chien en arrière. Et là, tu peux tirer. D'accord, ok. Voilà. Ouais, c'est une subtilité qu'il avait. C'est pas exactement ça.
le simple action. C'est une subtilité, oui, non, c'est ce qui est donc en simple. Oui, bon, ok. Alors, je pense que c'est un débat de spécialistes qu'il faudra qu'on mène. On fera ça pendant une vidéo en live directement sur place, soit pour la chaîne d'Arnaud, soit pour la mienne, ou pour les deux en même temps. Allez, hop. Et examinons les simples actions, examinons les doubles actions. Et du coup, ta régularité, toi, au stand, c'est quoi à peu près? Est-ce que t'as le temps encore avec ton... Ça, en fait, ça dépend beaucoup de la météo. J'y vais plus facilement si ça caille pas comme en ce moment. Mais t'es tranquille quand ça caille. Hein? T'es tranquille quand ça caille. Moi j'y vais le matin. Ça caille. Parce que je veux dire, l'acier froid, t'en invites plein d'air aussi. Et puis mon stand il est ouvert. C'est couvert mais ouvert. Ouais, mais pareil. Ça, tu te pelles tout de suite les miches. Et là, ça fait depuis mi-décembre, non, fin décembre. Ils ont fermé juste avant Noël, j'y étais juste avant, ouais. Mais depuis, là, j'ai pas eu le temps d'y aller. Mais j'ai bien l'intention d'y retourner dans pas longtemps. On devait y aller avec un copain la semaine dernière, et puis finalement, on s'est dit, la météo, elle est toute pourrie. Il y avait un vent à décorner les bœufs, on s'est dit, si c'est pour même pas toucher la cible à cause du vent, c'est pas la peine. Hein. Et... alors en vrai, avec du 45, on aurait touché, mais si on prenait des plus petits calibres, si c'était pour avoir ça d'écart sur ce que tu as visé, c'était pas la peine. Non, puis les stands extérieurs, quand il faut aller récupérer les cibles sous la flotte, qui sont détrompées et qui tombent des supports, on avait juste pas envie, quoi. Ouais. Et en plus, en ce moment, il fait nuit tôt, le stand il est ouvert après 17h, donc pareil, t'as de l'éclairage, mais... Oui, je comprends tout à fait. Mais est-ce que le stand où tu vas, il est ouvert 7 jours sur 7 ou c'est des jours... Non, justement, il est ouvert le dimanche matin, mais en général, le dimanche matin, c'est grasse mat. Et il est ouvert de 17 à 19, à peu de choses près, le mardi et le vendredi. D'accord, ah oui, effectivement. Donc ça limite tout de suite... alors, il y a des stands plus loin, à plus d'1 heure de route, qui peuvent être ouverts H24, 7 jours sur 7, si t'es le membre qu'il faut et que t'as la clé et tout ça. Mais ça fait tout de suite beaucoup de route, c'est chiant. Je me vois souvent pas faire 1 heure de route le soir encore comme ça. Et tout. Alors moi j'ai beaucoup de chance que le club dans lequel je suis à côté d'ici, je suis à 20 minutes de route même pas, est ouvert 7 jours sur 7 et ferme les rendez-vous, disons que les entraînements et les réunions sont le dimanche matin, mais sinon c'est ouvert au bout de quelques mois de licence avec un badge, on s'est ouvert toute la journée de 8h midi, 2h 6h. Ça c'est quand même très chouette parce que quand t'as pas forcément l'occasion d'y aller, comme tu dis, le dimanche matin c'est souvent grasse mat. Bon, par contre pour le tampon c'est le dimanche matin qu'il faut y aller, hein. Ils sont là que le dimanche matin, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie assez, surtout pendant les vacances scolaires, comme moi je vais beaucoup tirer avec mon fiston, ça permet d'y aller à des horaires assez libres aussi, et puis surtout de pouvoir se faire plaisir de temps en temps, parce qu'effectivement on va pas se mentir, il y a parfois quelques vieux ronchons de la FFT quand je mets mon chargeur 30 coups par exemple, qui a non pas ça, et non ici on n'aime pas parce que pourquoi je ne sais pas d'ailleurs, et j'ai jamais vraiment compris quelle était cette phobie par rapport au chargeur. Moi dans mon club ça va, mais en fait si tu veux on a 2 pas de tir 50 et 25 mètres, et aux 25 mètres t'as des directeurs de tir qui sont des anciens bidasses qui sont un peu bas du front. C'est chacun à son tour tire ses 5 balles et va à la cible et tout, donc tu te fais vite chier quoi. Mais oui, sinon ça va. Mais, Non, je conçois tout à fait. Et donc, tes acquisitions prochaines, puisqu'on va continuer un peu à parler collection. Toi, t'es plus arme d'épaule, arme de poing. Est-ce que pour toi, c'est assez indifférent. Quel est le plaisir que tu trouves dans chacune de ces disciplines, et est-ce que tu as une préférence, par exemple, pour les armes d'épaule? Je te vois souvent avec c'est un Mossberg que t'as, c'est ça, en 12, non? Oui, lui. Là, il est très difficile à trouver en France. Et d'autant plus qu'il est en catégorie C. Ça, cher ami, c'est un Remington 870 de la police américaine. D'accord, ah oui, moi j'ai sa copie chez Taurus. En super magnum. D'accord, il est super. Et alors par contre, oui, le canon fait, je sais plus combien, mais du coup, de par sa longueur, là, il est en catégorie C. Mais j'exclus pas un jour ou l'autre, si je trouve le canon, de le passer à cette longueur-là. Oui, il passera en B. Ok. Mais le problème, c'est qu'il y avait un importateur, je sais plus comment il s'appelle maintenant, il s'appelait Brownells ou un truc comme ça, qui importait ce genre de pièces. Ils ont fermé,
Et impossible à trouver depuis. J'ai demandé à mon armurier, t'arriverais pas à me mettre la main là-dessus et tout. Il a dit compliqué. Et Déjà, aujourd'hui, trouver un Remington 870 en France, c'est déjà pas évident. J'avoue ne pas en avoir vu. Ça doit peut-être traîner sur sur Naturabuy ou un truc comme ça à 4000 balles ou 5000 balles, j'imagine, mais je saurais pas te dire, mais neuf, c'est ultra casse-couille à trouver. Et je suis content, surtout le calibre Super Magnum, tu mets tout dedans. Oui. Ça, c'est Ah oui, bah oui. Ah bah tiens, Sleepy Cancelo me dit qu'il a de quoi nous fournir. Voilà. Fournir quoi? Je pense que les pièces, pour les pièces, oui. Alors, je sais plus combien ça... Attends. Pour le canon, d'accord, pour le canon. Oui, c'est donc la personne dont je t'ai parlé en off avant le début du live, voilà. Oui, j'ai vu les commentaires dans le chat. Moi, où je bloquais un petit peu sur le simple action, c'est que lui, une fois que tu as tiré ton coup, sans mauvais jeu de mots, tu es obligé de réarmer le chien. Alors que lui, une fois que la balle est partie, comme il est semi-auto, une fois que tu as tiré, ton chien est nouveau derrière, tu retires. Voilà. Et donc après, tu es systématiquement Salut Sissi. en double action, quoi. D'accord, oui, alors Moi, c'est comme ça que je voyais le truc. Oui, moi aussi, on est d'accord sur la terminologie, mais je le voyais comme ça, et c'est peut-être un terme technique qui m'échappe aussi. Mais alors du coup, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part mais qu'il était de la mienne aussi, parce que je pensais vraiment que on en reparlera, d'accord, ben on en reparlera avec grand plaisir, ça pourra peut-être même faire l'objet d'une vidéo technique et intéressante. Mais j'avais un mètre ruban, là, quelque part, et je sais pas ce que j'en ai branlé, parce que moi, ce que je cherche comme canon, c'est vraiment le truc qui s'arrête là, mais là, tout de suite, la longueur, je l'ai pas en tête, on doit être sur du 26-27 cm, je sais pas combien ça fait en pouces, mais voilà, et c'est un peu chiant à trouver, mais je cherche ça, d'autant plus que aujourd'hui, ça rentre pas dans le compte des détentions. Si oui, tu passes ça en B. oui. Donc pourquoi se priver, quoi. Et oui, du coup, l'intérêt de cette crosse, quand je le prête, c'est que si tu le prêtes à quelqu'un de petit, elle est comme ça. Oui, elle est réglable. Moi, je tire avec, elle est comme ça. Elle est comme ça, oui, c'est ce que j'ai mis. Il est là. Alors, ça, c'est le jeu de mon fils. Donc avec le C'est quel calibre? C'est du 22. C'est une AR-22 ou pas du tout Alors c'est un Hammerly, donc c'est fabricant suisse. C'est du semi-auto en 22. Ah oui, je crois que je... Voilà, donc c'est de la 4B aussi. Et c'est le même type, voilà, c'est mon fils tire avec la crosse courte, moi je tire avec la crosse plus longue. Et c'est vraiment une arme extrêmement fiable, c'est la meilleure acquisition que j'ai pu faire pour lui, c'est vraiment quelque chose de... ça m'avait fait rigoler. Il y a quelques années, ce truc-là avait fait scandale, si je puis dire, parce qu'il y avait des articles qui sortaient en disant « Vous vous rendez compte, aux États-Unis, ils vendent des flingues pour enfants, ils appellent ça des AR-22, c'est des AR-15, mais en 22 long rifle pour les enfants. » Je disais « les gars, vous êtes au courant qu'on en trouve en France aussi ?» Ah oui, on en trouve en France, en Suisse, et c'est vraiment une excellente arme, bien sûr, ça a tous les avantages du 22, parce qu'en semi-auto, quand tu vides un chargeur de 30, ça te coûte moins cher que dans un autre calibre. Et puis, je tire plus de 22 que d'autres calibres, je dois dire. Parce que autant j'aime bien avoiner en 12, autant je vais plus facilement vider une boîte de 50 cartouches de 22. Moi aussi. Le prix, tu regardes beaucoup moins, quoi. Ah clairement. Et puis en Geco, tu trouves ça rien du tout pour une boîte, et ça passe partout. Alors, les moins chers que j'ai trouvés, c'était Fiocchi. Et alors, c'était il y a 1 an ou 2, hein. Mais la boîte de Fiocchi, elle était à moins de 3 €. Et ça groupait pas mal, hein. Ça groupait vraiment bien. Sans incident de tir. Ouais, ça a dû augmenter depuis l'Ukraine. Oui, tout a augmenté depuis l'Ukraine. Les pattes, les cartouches, tout a augmenté. Tout était fait en Ukraine finalement. Je m'en suis rendu compte. L'électricité, tout était fait en Ukraine. Alors juste pour les viewers, je vais faire un petit truc, parce que tout le monde aime bien ça. Mais ton micro a saturé, on n'a même pas entendu le son. Alors, le truc, c'est que c'est un son de toute façon très fort. Les gens se rendent pas compte à quel point le bruit d'une pompe, c'est fort. Ça fait beaucoup de bruit, je suis tout à fait d'accord. Là, il a pas pris non plus, il prend que ta voix en fait.
Ah, il doit y avoir Il y a un truc de un dynamique, ouais. En fait, quand t'arrêtes de parler, ça coupe totalement le son et ouais. Ça doit être un filtre sur Discord. Bon, ben. Ah, c'est possible. Tant pis. Tant pis pour. Oui, ça fait beaucoup moins de bruit. Est-ce que ça se désactive, un truc comme ça? Voix et audio. Non, moi j'ai l'impression que ça passe en continu. Ouais, bah écoute, quand il y a un bruit, j'ai remarqué quand tu arrêtes de parler, ça se coupe complètement. Et bon, c'est peut-être un. Alors moi, est-ce que ça le fait aussi? Pas chez moi, donc c'est peut-être toi en entrée et pas moi en sortie, je sais pas. Mais bon, tant pis pour vous. Voilà. Tant pis pour vous n'aurez pas le cache. Tout à fait. Mais enfin voilà, ça fait partie. Mais c'est vous qui vous faites du tir et qui commencez à vous demander ce que vous pouvez acheter pour vous amuser sans avoir à faire trop de dépenses, pardon. Je ne saurais une fois de plus que vous conseiller de vous équiper en 22, que ce soit en revolver, ça a aucun intérêt, c'est pas fun du tout, c'est nul. Par contre en pistolet, il y a un certain intérêt. Et le pistolet est rigolo. L'arme longue, c'est pas mal pour faire du tir sur cible à 50 ou 100 mètres, c'est largement assez précis. Moyennant un modérateur de son, en plus, tu claques pas les oreilles à tout le monde. Moi, quand je mets des modérateurs de son aussi souvent que je peux sur mes flingues. Donc ceux que je t'ai montré jusque-là, ils en avaient pas parce qu'ils s'y prêtent pas trop. Encore que s'il y en a un où je suis déçu, c'est lui. Tu peux pas vraiment lui filter le canon et tout parce que lui, avec un modérateur de son. Alors il y en a un, il fait le double de la taille de l'arme, mais. Ouais, mais en fait, il faut travailler le canon et l'armurier m'a dit. C'est chiant et puis en plus tu risques juste de péter des trucs. Oui, non, il faut pas. Ouais, tout à fait. Mais par contre, on va continuer à sortir les collections. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez apprécier. Moi, j'ai sorti 2-3 choses pour vous. Oui. Ah. Je sais plus qui tout à l'heure disait le Scorpion, c'est un vieux flingue russe. Non, c'est tchèque. Chez CZ. C'est tchèque, ouais, c'est CZ. Le chargeur, on est bien d'accord, est tout à fait vide, hein, mais c'est juste parce que sinon il n'a forcément pas la même tronche. Ah, oui. Et lui, j'ai pas pu m'empêcher, voilà. Et oui, mais c'est ça qui est drôle, c'est de les équiper à fond, de mettre tout ce qu'on peut dessus. 9 mm subsonique, et pour la peine, avec ça, c'est rigolo. Ça fait à peu près autant de bruit que si tu tapes vraiment très fort dans tes mains. Tu vois, ouais, j'ai eu l'occasion d'entendre. Et donc dès que je peux, je mets ça, et comme ça, quand je suis tout seul ou qu'on est juste entre potes au stand de tir, je veux dire que t'as pas le chasseur qui règle sa 300 Magnum à côté, et ben on vise ça, on enlève le casque et puis on s'entend causer, et c'est bien aussi, quoi. Ah ouais, bah, tu m'étonnes. Casque électronique ou casque de vieux? Alors, moi, oui, mais j'en ai pas acheté 25 000, donc quand j'emmène des potes ou des trucs comme ça, tout le monde n'en a pas forcément. Je sais pas s'il est encore dans le chat, mais il y a mon cadreur Arawak, lui, qui met toujours des bouchons qui ont été moulés sur ses oreilles, donc ça coupe bien, mais... oui, c'est ça, t'entends rien. Ouais. Lui, il dit il entend bien, mais quand on lui parle, il gueule. Tu sais, donc c'est qu'il doit pas entendre si bien que ça. Alors moi c'est qu'ils sont vieux au stand, c'est pour ça qu'ils entendent pas, mais... Oui, et puis il y a aussi beaucoup de sourdingues, hein, les vieux qui règlent leur flingue de chasse sans mettre de casque. Les mecs qui règlent des 300 Magnum sans mettre de casque. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. J'ai vu ça, et toi, quand t'arrives avec ta 22 et que t'as pas tes lunettes et ton casque, tu te fais enguirlander parce que c'est marqué dans le règlement. Oui, il y a le sanglier courant tout à l'heure, ils avaient des casques et des lunettes, les chasseurs qui sont venus s'entraîner. Hein. C'est très rigolo d'ailleurs, le sanglier courant avec du gros calibre. Ah oui, c'est rigolo comme discipline. Et alors, il y a un truc que j'adore, c'est le ball trap. C'est vrai que c'est chouette. Les cibles fixes ou les cibles basculantes, comme ça, c'est rigolo. Mais alors la cible qui fout le camp et qu'il faut toucher quand même au 12, j'adore. Je peux cramer 200 cartouches de 12 dans la matinée. J'avoue que c'est très... En plus, ça fait un excellent entraînement pour la prochaine invasion extraterrestre. Ça suit la même courbe. Non, c'est parfait. Mais non, il est vraiment très chouette. Ouais. Celui-ci, bon, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est très moderne, mais celui-ci a un problème, si je puis dire, à cause de la réglementation. La crosse, là, est pliable, ouais. Mais la réglementation veut qu'elle soit fixe. Donc tu peux pas... Elle a été bloquée. Ouais, et ça, je trouve ça un peu con. De toute façon, tu tires à l'épaule, mais on s'est déjà amusé à tirer à la hanche avec lui, parce que, encore une fois, mon stand l'autorise. Et pareil, c'est fun. Tu lui mets un laser et tu tires à la hanche. Ah bah oui, ça c'est classe. À 50 mètres, tu touches. C'est...
Non, c'est très clair. Mais en plus, c'est un peu débile ce coup de pas pouvoir replier les crosses parce qu'il y a énormément. La R22, là, tu le démontes en 2 clics et tu le. Alors, je t'explique. Là-dedans, bon, ça a beau être un chargeur de 30, légalement, je peux en mettre 10. Ok. Je l'ai pas là, je l'ai derrière le Beretta. Donc, ça, c'est semi-auto. 10 cartouches. Ok. Attends. Ouais. On va comparer directement avec autre chose. Celui-là, je l'aime particulièrement. Parce que j'ai fait tourner ça. Celui-là, je l'aime particulièrement parce que c'était le flingue de ma grand-mère. Ah d'accord, super. D'accord, ma grand-mère avait un flingue aussi, c'était un 635 que l'on n'a plus malheureusement, que ma maman a cru bon de donner à la gendarmerie à l'époque où il demandait aux gens qui n'avaient pas d'autorisation de ramener les armes à la maison. Tu sais que dans bien des cas, pour toutes les catégories C, tu les enregistres, mais tu as le droit de rentrer avec. Ben oui, je sais. La dernière fois qu'ils ont fait un rappel, là, l'année dernière, ça a fait scandale parce qu'ils ont ramassé des flingues. Il y en a un, il est venu avec un Tank-Gewehr ou un truc comme ça, les flingues anti-char de la Première Guerre mondiale. C'est une pièce qui vaut plus de 20 000 balles. Et les flics, ils ont dit « Ah, merci !» Ah bah tu m'étonnes. Alors, légalement, il avait le droit de le garder, tu vois. Donc, voilà. Et donc, lui, c'était un flingue, entre autres, de parachutiste, parce qu'il se rangeait dans sa crosse. Et tu vas vite reconnaître. Ah bah oui, tout à fait. Schneil. Et celui-ci, outre le fait que c'est le flingue de Han Solo, avec... qui a été, de légères modifications, oui. Lui, il prend 10 cartouches de 9 mm. D'accord. Si j'épaule et que je tire en semi-auto, quelle différence? Parce que ma crosse, elle est aussi repliable. Au-delà de ça, si la crosse du Scorpion, elle est repliable, ça fait un gros pistolet. Ouais, c'est ça, oui. En semi-auto. Des pistolets en semi-auto qui font 17 cartouches, là j'ai un Beretta. Ah oui, complètement, oui, non mais oui, moi j'en ai un aussi. C'est con. C'est comme, je discutais une fois avec un armurier qui me disait même que l'interdiction du full auto est débile. Il me disait ça en me disant, imagine, pourquoi tu interdis le full auto quand tu es législateur? Pourquoi? Pour éviter les braquages de banque, pour éviter les attentats, pour éviter ce genre de choses, d'accord? Qui ne sont jamais faits. Dans l'absolu, tu t'en fous qu'un mec tire en full auto au stand. C'est lui qui paye les cartouches. La sécurité, c'est machin, c'est pas le prix des cartouches, il se démerde, c'est voilà. C'est ça. Pourquoi tu interdis des armes comme ça? Pour éviter des emmerdes avec. Seulement, le mec qui a fait cette loi, il a trop regardé de films. Parce que ce soit à l'armée, que ce soit lors des attentats ou des braquages de banque, les mecs, ils tirent pas en full auto. Pourquoi? Parce que le full auto, c'est juste du tir de suppression, c'est pour faire baisser les têtes en face, mais tu touches pas. Lors des attentats, ils tirent en semi-auto pour toucher. Parce qu'en full auto, c'est voilà, mais tu touches rien. Ou alors tu gaspilles tes munitions, parce qu'en vrai, en full auto, tes 4 chargeurs que tu as dans tes poches, ils partent très vite. Donc, braquage, tout ça, les mecs ils tirent en semi-auto. À l'armée, les mecs tirent en semi-auto. C'est pas comme dans les films où on les voit arroser. Les mecs tirent en semi-auto. Donc en vrai, le full auto, t'as pas plus de problèmes dans la société d'armes à feu si tu autorises le full auto. Et puis, parce que de toute façon, quand il y a des problèmes, les mecs tirent en semi-auto. Et puis, si je puis me permettre, les gens qui font des braquages et des attentats n'achètent pas d'armes dans le commerce avec une licence de tir et donc se foutent un peu des réglementations et des catégories. Exactement. Voilà. Les Kalash qu'on gaule, de toute façon, c'est pas des Kalash en semi-auto. Non. Mais ils tirent en semi-auto quand même. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, ça sert à rien. Et fut un temps, on pouvait tirer en full auto en France, mais ça a été interdit petit à petit, comme le reste. Mais quand j'ai repris ma licence, donc il y a 2 ans, je voyais tous les anciens qui venaient avec amertume utiliser leur M16 ou leur AK pour la dernière fois parce qu'ils allaient être obligés de les faire modifier, de les renvoyer à Saint-Étienne, etc. Ce que j'avais pas tellement compris, pas vraiment compris l'utilité de ça, mais on me l'a expliqué, alors je la comprends toujours pas. Mais et là, il y a c'était quand c'était l'année dernière ou l'année d'avant, ont été interdits les flingues en A1, 11 ou 13, je sais plus, c'est-à-dire les flingues qui étaient à l'origine full auto et qui ont été modifiées en semi. Ouais. Mais ça veut dire que tout un tas d'armes historiques qui n'ont jamais existé qu'en full auto et qui ont été modifiées ensuite sont passées en catégorie A et ont dû être détruites ou neutralisées. Et encore une fois, on parle pour le plus souvent d'armes historiques.
Le mec, il va pas aller braquer la banque avec ça. Il va pas faire un attentat avec ça. C'est des armes qui souvent valent une fortune. Oui, que les gens n'amènent même pas au stand, parce que ceux qui font du TAR, enfin du tir aux armes réglementaires... Lui, il va pas souvent au stand, parce que comme il est de 1937, je crois, il a déjà été restauré, il est un peu fatigué. Oui, bien sûr, et puis c'est pas... Donc je lui mets des cartouches moins chargées. Je mets de la 115 ou des trucs comme ça. Le problème, c'est moins chargé, sur une mécanique qui est quand même très dure, ça fait beaucoup d'incidents de tir. Donc c'est rigolo quand quelqu'un connaît pas et tout, tiens, tu vas tirer au Moser, etc. Mais le fait est que je vide pas des boîtes et des boîtes avec. Oui, et n'empêche que ça me ferait chier de le rendre, celui-là, tu vois. Oui, je comprends, mais il y a énormément de choses. Bah, moi, je t'ai dit, j'ai dû me défaire il y a pas longtemps d'une arme historique de famille aussi, qui avait été neutralisée dans les années 90, au début des années 90. Donc, la neutralisation n'était pas valide ou valable, puisqu'elles ont été modifiées assez récemment. Et du coup, ça faisait de moi un hors-la-loi, malgré moi, si je puis dire, puisque je ne savais point que la législation était telle. Mais et tu l'as, c'est une arme de famille, donc une arme dont tu as hérité, c'est ça? Pas exactement, mais bon, voilà. Oui, bon, t'es sur la frontière, tu me diras. Non, c'est vraiment c'est vraiment une très belle arme, et c'est une arme classique du cinéma aussi, on la retrouve. Oui, c'est une arme classique, mais par contre, mécaniquement, il est très vieux. Les organes de visée sont dégueulasses. Mécaniquement, alors il y a une sûreté là derrière, mais du moment où tu l'approvisionnes, tu le charges. C'est-à-dire que tu dois l'ouvrir. Il est raide. Ah oui, en plus, oui. Et le chargeur, il est fixe dedans. C'est le truc qui est là. Ok, d'accord, ouais. Donc tu mets ton clip avec tes 10 balles, tu fous tout ça dedans, et de l'instant où tu retires le clip, la première balle est chambrée. D'accord. D'ailleurs, là, pour le refermer, il n'y a pas d'arrêtoir de culasse. Si, dans le genre vieux. Il faut mettre les doigts et... D'accord. Et là, ça revient. Donc déjà, le truc super pratique. Et là, donc dès que tu retires ton clip, tu as une munition qui est chambrée, le percuteur qui est reculé, et pour le reculer, il a fallu enlever la sûreté. Donc en gros, le coup est prêt à partir. Oui, il est prêt à partir, d'accord. Donc, c'est pas le standard actuel de sécurité, quoi. Après, c'est aussi des armes... Et en plus, quand tu as un incident de tir, tu peux pas retirer ton chargeur. Oui. Donc quand tu as un incident de tir, il faut aller chercher au tournevis la balle qui est coincée, etc. Bah, sur un champ de bataille, bonjour. Ah non, tout à fait, je comprends. Après, c'est aussi des armes d'une époque où la technique est en pleine révolution. C'est là l'époque où on innove, où c'est le début du semi-automatique et de l'automatique. C'est le début aussi des premiers fusils d'assaut. Juste après, c'est le début de plein de choses. Celui-là, c'est une des premières générations. Alors première, oui, il est de 1896, donc on est doucement dans les premières générations de flingues automatiques. Et donc celui-là, il est en 9 mm. Il est en 9 mm. Puis Kenshiro demande, il est en 9 mm. Parce que le 7,65 ou des trucs comme ça, c'est très bien, hein. Mais même en rechargeant, faut être motivé. Hein. Ah oui, dans tout. Ils mettent dans toutes les armureries. Donc, et d'ailleurs, à quoi on fait la différence? Il y a un 9 sur la crosse. Ah ouais, tiens, je l'avais pas vu. Ah super, je l'avais pas vu. Ok. Merci pour cette précision. Est-ce que tu fais du rechargement, toi, ou pas du tout? Mais j'ai déjà hésité à m'y mettre, mais bon, du coup... moi aussi. Aujourd'hui, tu as encore du mal à trouver les amorces. Globalement, ça revient pas beaucoup moins cher que d'acheter les manufacturés. Tu passes beaucoup de temps, hein, c'est l'usine. Hein. C'est ce que je vois, j'ai quelques camarades qui en font. Et ça me fait un peu peur, en fait, le mauvais dosage, ces choses-là. C'est ce que j'allais dire. C'est une inattention, tu charges 2 fois ta cartouche. Bon, ça, à la limite, tu te fais peur au tir, mais ça va encore. Mais par contre, tu la sous-charges et tu coinces la balle dans le canon, tu fais pas gaffe, après t'en retires une et tu fais péter le canon, des trucs comme ça me ferait chier. C'est ça, ouais. Il y en a beaucoup qui disent, moi je recharge parce que comme ça je peux sous-doser, j'ai des balles pas trop fortes et tout. Je dis, moi le 9 mm, il me secoue pas plus que ça. Non, si j'ai envie de tirer un truc cool, tu prends un 357, tu mets du 38. Ça va. T'as des alternatives, alors je sais pas où je l'ai mis. C'est mon fils qui tire beaucoup avec ça, je sais, je baisse la tête, ça se fait pas beaucoup. Est-ce qu'on peut montrer des munitions sur Twitch ou pas? Non. Je l'ai jamais fait, mais il n'y a pas de raison. Il y a une alternative peu chère et plutôt bien pour le tir en stand, c'est ça, c'est la Watt Cutter. La Watt Cutter, ouais.
La Watt Cutter, c'est très Donc bien. c'est de la 38. C'est de la 38, tout à fait. Et, Voilà. et ça, pour le tir sportif pur, c'est-à-dire pour la visée, tout simplement, on cible. Elle est faite pour elle a été conçue pour le tir, hein. tir Pour sportif. les tirs c'est en porte-pièce. Voilà, il y a une ogive dedans, mais à elle dépasse l'intérieur. pas. Et en fait, l'étui. c'est une C'est ogive. très peu chargé et C'est par ça. contre c'est bien précis quoi. J'en ai en- aussi de la Watt Cutter, mais j'ai pas les munitions. Là. Et c'est justement le bout est fait, c'est de l'emporte-pièce. En fait, je sais pas si ça se voit beaucoup sur ma moche caméra. Watt Cutter, je crois qu'en anglais ça C'est fait en plus ou moins dire porte-pièce, ça. ça veut tout à fait dire ça. Et du coup, ça fait des trous parfaits. Donc même quand on tire à 25, eh ben on voit ces impacts, on voit ces trous. Chose qui n'est pas forcément évidente avec de la Alors, munition normale. j'ai trouvé une astuce. Les cibles fluo, c'est ça? Non, maintenant au stand tout le monde m'envie. Ma solution, c'est le Seastar, le télescope. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Le télescope que j'ai testé en vidéo il y a pas longtemps. Là, en décembre, je suis venu avec, donc je le mets sur trépied, je l'installe, je le règle et tout. Tout le monde me regarde bizarre, me dit qu'est-ce qu'il a encore ramené celui-là. C'est encore son intéressant, ça. C'est moi. Voilà. Et donc, je prends une tablette, je pose la tablette à côté de moi et on voit la cible bien cadrée à 50 mètres. Et à chaque fois que je tire, tu vois l'impact en direct, tu vois même le petit bout de papier qui tombe. Tu sais. Et là, instantanément, tous les mecs ont dit putain, t'as acheté ça où? Ah, bah tu m'étonnes. Alors, moi, j'ai essayé. T'as payé ça combien? Putain, je crois que je vais m'en prendre un et tout. Et c'est vrai, c'est encore mieux que les cibles électroniques, quoi. Ça c'est génial. Parce que les cibles à impact, c'est très chouette, mais bon, ça coûte un peu cher quand même. Oui, et puis c'est à usage unique, si je puis dire. Oui. Voilà. Et puis après, tu as les systèmes électroniques qui prennent l'impact et puis qui te le mettent sur un écran. Mais ça, c'est bien à la 22 long rifle, pas au 357 ou des trucs comme ça. Alors que là, concrètement, tire avec ce que tu veux, tant que ça fait un trou, c'est bon, quoi. Ah oui, non, tout à fait. Et tiens, j'avais une question, mais peut-être que toi, Arnaud ou Kenshiro peut me répondre. La Watt Cutter, elle existe qu'en calibre 38, ça se fait pas en 357 ou en... Alors, 357, je verrais pas l'intérêt, parce que dans une arme en 357... tu tires du 38, oui, c'est vrai, je vois pas l'intérêt non plus, donc question idiote. En 9 mm en 9 mm ou des trucs comme ça, ça pourrait éventuellement être rigolo, mais je n'en ai jamais vu. Ouais, c'est vrai, mais je me posais la question, justement. Mais bon, après, par rapport à du 38 ou du 357, la 9 mm est aussi un petit peu moins cher de toute façon. Ouais. Après, je vais te dire franchement, moi quand je tire avec des calibres de ce style-là, c'est vraiment pour le plaisir. Je vais pas dire pour me défouler ou quoi, mais des fois, oui, c'est pour faire du bruit et faire sonner un truc. Mais si maintenant je veux faire de la précision ou quoi, je repars sur le 22 long rifle. Hein. Ah oui, c'est justement... Le 22 long rifle pour des courtes portées. Excellente carabine, ça, justement, je sais pas si... oui, ça, c'est la Winchester qu'on est allé acheter avec mon cadreur. Je sais pas s'il est encore là, il a exactement la même, on l'a cherché à Noël, là aussi. Elle est vraiment très très chouette. Elle est vraiment... lui. Ouais, elle est vraiment vraiment bien, cette Winchester. Et une fois qu'elle est réglée... Il est pas cher. Quoi. Ah non, elle est pas chère. Et puis, alors le magasin est un peu particulier, c'est ces magasins de tambours. Oui, les trucs ronds, là, ouais. Les trucs ronds, mais... Et tu l'as enlevé par le dessous, mais tu sais que tu peux l'enlever par les côtés aussi, en ramenant les machins rouges sur le côté. Oui, tout à fait. Là, les petits machins ici. En tirant, ou sinon elle est vraiment bien. Elle est vraiment très bien, et une fois que l'optique est réglée, tu mets 10 cartouches dans le même trou. Hein, et c'est vrai qu'elle est très chouette. Tu vois, tu parlais de look moderne, elle a une apparence très très moderne, elle est très courte, très petite, et franchement pour le prix, je trouve qu'elle est vraiment très très classe, quoi. Et, je vais t'en montrer une avec un look très rétro. Ah, vas-y, j'adore les looks rétro aussi. Ah oui, celle-là, je vois. Et pareil avec sa Lulu d'époque. Ah, mais ça se trouve encore des optiques comme ça? Ça se fabrique en fait. Ça se fabrique, d'accord, oui, parce que... Oui, c'est-à-dire que c'est une optique 1881, mais qui a été fabriquée récemment. Mais avec... c'est comme le flingue, hein, c'est une 1873, mais elle n'est pas de 1873. Oui, j'imagine. Ouais, mais... Et alors l'optique, c'est une x3, je crois. Mais, alors attends, je vais te montrer l'autre côté, on va pas mettre le canon vers la caméra, parce que ça fait partie des règles Twitch. À chaque fois que je monte des flingues sur Twitch, les gens me disent, attention, tu vas te faire ban et tout. Non, je discute avec les gars de chez Twitch, ils m'ont dit, il y a des règles, machin, mais non, on peut. Et la lentille devant est pas plus grosse que celle là derrière. Et donc du coup, la nuit ou le soir, faut pas espérer voir quoi que ce soit avec, évidemment. Oui, c'est ça, c'est mais en journée,
même si c'est du verre qui n'est pas traité, parce qu'à l'époque on traitait pas le verre, c'était des pauvres lentilles machin. Parce que maintenant ça ressemble plutôt à ça, les... Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrée, une optique comme ça, c'est un entonnoir à lumière. Donc plus il est évasé, plus il capte de lumière. Donc forcément, aujourd'hui, on essaie de faire les plus grandes lentilles possibles. À une époque où c'était moins évident, on faisait des lentilles plus petites. Mais pour la peine, t'avais moins de problèmes d'aberration chromatique, de parallaxe, de tout ça. Là-dedans, t'en as quasi pas. Par contre, t'as très peu de lumière qui rentre. En plein jour, ça va. Au crépuscule, voilà. Ouais. Et puis, j'ai demandé à un pote qui travaille un peu le cuir, du coup. Ouais, franchement, il est très très bien habillé, il est vraiment beau. Et ma nana l'adore aussi, celui-là. Bon, elle est très lourde, donc elle préfère s'appuyer sur quelque chose. C'est du 30-30 là non, c'est aussi du 357. D'accord. Ok. C'est pas un calibre d'époque de 1873, mais le 30-30, pareil, c'est trop cher. Le 357, t'en trouves partout. Oui, le 30-30, t'en trouves quand t'en trouves, voilà. Pareil, j'en avais vu une super de chez Marlin, lamellé-collé, en bois gris, lamellé-collé, en inox, magnifique. En 45-70 ou 40-75, je me rappelle jamais. Vu le prix de la boîte, je me suis dit, tant que je chasse pas avec, ça vaut pas le coup. Pour tirer sur du carton, c'est pas la peine. Et c'est comme ça que je choisis mes flingues, en fonction de leur calibre. Si je vois le flingue du siècle, mais avec un calibre à la con, je vais passer devant, parce que je vais me dire, je vais jamais tirer avec. En 6 mois, je vais avoir dépensé le double du prix du flingue en cartouche, ça me fait chier. Tu vois ? Par contre, un truc où je sais que je peux aller à l'armurerie qui est à 20 minutes de chez moi, je viens avec mes détentions et je fais le plein, là, ok. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Les dernières années, notamment là avec le conflit ukrainien, les pénuries de poudre, etc., t'as des calibres qui se sont retrouvés encore plus difficiles à trouver, encore plus chers, etc. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Le plaisir de ça, c'est pas juste de les admirer, de les flex, c'est de tirer avec. C'est de tirer avec, ouais. Ça fait chier, quoi. Ah oui, je suis bien d'accord, mais c'est ce qui a orienté beaucoup mes achats aussi, et puis les initiations que je peux faire aussi avec mon fiston. Moi, j'avais des envies aussi qui étaient des envies de mecs, de collectionneurs, on va dire, et bon, la praticité fait qu'on sait... alors, il y a des erreurs à pas faire, hein, comme tout le monde, on choisit souvent des choses qui sont vraiment pas adaptées. Et d'ailleurs, on en reparlera certainement sur la chaîne qui arrive là très bientôt. Des erreurs de débutants à ne pas faire, je vous en montrerai une d'ailleurs. Tiens, tu vas me dire si tu connais cette marque, d'ailleurs, Arnaud. Mais comme tu vas me montrer un truc génial, j'hésite à te montrer un truc pourri. Attends, je cherche le nom de la marque. Vas-y. C'est autrichien. Je sais plus maintenant. Ah, Glock ? Non, Glock, non. Glock, c'est très bien. Non, il se trouve qu'il y avait un fabricant autrichien. Glock, on aime ou on déteste, hein, mais tout le monde n'est pas toujours d'accord. Et je vois un autre Alexandre Sauvage. Ah oui, il y a un Alexandre Sauvage qui peut. Non, je parle d'une marque de Softair qui s'est mis à faire des armes à feu réglementaires, on va dire. Oui, attends, mais ça me revient pas. Mais ISSC, voilà. Ah non, j'avais pas ça en tête. Et alors ISSC, j'en ai acheté un pour mon fils, c'est sa première arme de catégorie B, donc neuve, avec la mallette et tout, très belle, pleine d'accessoires, du rail Picatinny partout, etc. Seulement le problème, c'est que c'est une saloperie immonde. Comme c'est un châssis fait pour le soft, si tu veux, quand tu tires de la 22 ou de la Minimag, ce que je tire dedans, pour éviter les incidents, tout se démonte, donc t'es là avec ta clé Allen, il faut tout remonter si tu veux. Donc le bouton de décoque qui est ici, en général, il tombe au bout d'un chargeur, il tombe par terre. Non. Voilà. Alors effectivement, pour la peine, celui-ci, ça c'est du 22 long rifle. Hein. Ça, okay. Il est en 22. Ok. Alors il existe dans d'autres calibres, mais pour la peine, je me suis dit, le 22 long rifle, au moins je vais pouvoir le faire chanter. Parce que les calibres à la con, merci. Ah oui, non, ça, je suis d'accord. Et alors, en 22 long rifle, pour moi, le meilleur flingue, j'ai fini par l'acheter parce que à chaque fois que j'en avais un sous la main ou quoi, c'est lui. Ruger Mark IV. Oui, c'est ce que je vois. Il y avait le Buck Mark qui était bien aussi. Le Buck était chouette. Et alors, le Mark IV, en plus, par rapport à d'autres, je crois qu'il faut que je me rappelle jamais, il faut que je mette la sûreté, il se démonte. Ah oui, alors, si je laisse le laser dessus, ça va pas aller. Mais il se démonte
littéralement juste comme ça. Comparé au modèle précédent où c'est une vraie merde, là, ça y est, tu nettoies. C'est bon. Alors, c'est pas le moins cher des flingues. Ouais, oui, je sais, malheureusement. 1000 balles. Mais par contre, El Ballon. celui-là, tu l'emmènes dans la tombe, tu lâcheras avant lui, quoi. Je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça qu'il faut se fier au classique, éviter. Alors, il est très bien pour commencer si vous tirez 2-3 chargeurs par mois. Par contre, quand vous passez 4 boîtes, je vais le changer pour un FLN. Alors, qui m'ont l'air beaucoup plus fiable. Mais donc, si vous commencez, les bugs sont très bien aussi. J'ai jamais eu dans les mains. C'est plutôt pas mal pour la précision. Moi, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Le problème du 22 long rifle, c'est qu'on trouve beaucoup de conneries pour une raison con. Je vais te donner un exemple concret. On trouve beaucoup de Colt 45 en 22. Tout à fait. Hein. Le problème, c'est que cette arme-là, elle a été conçue pour reculer avec du 45. Avec du 45 quand tu mets et du 22, charge. Quand tu mets du 22, la grosse culasse, là, elle recule, mais elle recule moins bien. Elle recule beaucoup moins bien. On est vu énormément faire des incidents de type parce que il recule pas assez, il chambre deux cartouches, voilà. Le Ruger a vraiment été conçu pour le 22, ouais, tout à fait. Ouais. Il a été fait pour faire de la 22. Donc la culasse, c'est juste ce petit truc là. Non, je confirme que c'est bien la 22. Celui-ci ne m'a jamais fait un seul incident. Et tu passes quoi comme cartouche dedans? Bon, je prends de la semi-auto aussi. Oui, de la semi-auto, voilà ce que j'allais dire. Faut quand même. Oui, mais ça reste de la 22. Hein. Voilà, hein. C'est rien d'exceptionnel et elle coûte pas spécialement plus cher. Hein. Ça, c'est pas mal aussi pour certaines de la Minimac. La précision des CCI, je suis pas toujours très satisfait. Je prends plutôt de la Cellier Bello. Oui. Mais oui, mais toi, t'as 873 000 abonnés, tu peux te payer de la Cellier Bello. Moi, je peux m'offrir que de la Geco, à la limite de la CCI, si tu veux. J'ai aussi beaucoup de Geco. J'ai aussi de la Geco, la Cellier Bello, tu la trouves pas toujours, je prends de la Geco. Bonsoir, cher baron. Qu'est-ce que c'est que cet argument? C'est ignoble. C'est bas, c'est petit. Ah bah écoute, ce soir on... Non, attends, mais en vrai, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que j'aurais jamais pu avoir une collection pareille. Si j'étais pas youtubeur, je gagne quand même confortablement ma vie. Je suis loin d'être millionnaire. Je suis loin d'être... mais ça permet de se payer des jouets. Ah, mais je suis bien d'accord, Ça... J'ai 1802, c'est un pistolet de duel. Ah, il est très très beau. Énorme. Mais au fait, bonne année les copains. On sait pas encore des bisous, des tout ça, de la santé, vous les proches, tout ça, machin. Et des bisous et puis de l'amour surtout, pas de violence. Et éviter les conflits, éviter les ennuis. Alors autant les bisous, je veux bien, mais d'habitude on souhaite la bonne santé. Pourquoi tu nous proposes le Covid là? Tu dis des bisous et tout ça. Ah oui, c'est vrai que ça va. Maintenant, oui, c'est vrai que c'est avec. C'est vrai ça. Il aura fallu une fraction de seconde pour piger. Pardon. Après, si tu préfères la mononucléose, on peut mettre la langue. Hein. Ça me rappelle le collège, ça. Tiens, je veux bien, moi. Moi, je veux bien. Tiens, ça me rajeunirait. Madame. Dans les armes de poing, du coup, le dernier, c'est lui, aussi en 9 mm. Ah, que j'adore aussi. Pareil, niveau incident de tir, venir, quoi. Et alors, pareil. Toujours, quand on peut ne pas faire trop de bruit. Je suis bien d'accord. Bah tiens, puisqu'on se les montre, hop, moi mon arme. Titre. J'ai aussi amené mon arme préférée. Mais ah bah tiens, le verrou s'enlève. Moi j'ai pas assez tiré en club, ne serait-ce que pour me payer un pistolet à plomb. Donc bon. Voilà, ça c'est mon petit chouchou, c'est celui avec lequel. C'est un quoi? C'est un Taurus G3 en 9 mm par 1, qui est mon pistolet préféré, effectivement. Pareil, j'ai jamais eu d'incident avec. Et je le préfère même au Glock que j'ai eu avant. Je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve vraiment, vraiment très cool. Je sais pas si tu le en main. Ouais. Glock, moi, m'a toujours laissé une impression de... je sais pas...
Eh ben tout à fait, c'est la même impression, c'est oui mais voilà. Oui, mais... Au moins c'est carré, c'est précis. Voilà, il y a un truc qui va pas. C'est scientifique, tu vois. Le bloc est très léger, mais il y a toujours cette sensation un peu de plastique, un peu de, je sais pas. Alors c'est pas que c'est fragile, mais bon déjà c'est léger, donc ça se lève méchamment. Mais j'aime pas la détente, j'aime pas. Celui-ci, le Beretta, a une détente incroyable. C'est derrière le Python, une des meilleures détentes que j'ai d'origine. Je touchais à rien. Et elle est d'une précision. Alors, bon, celle-là, t'as un battement par rapport à. Oui, il y a un battement. Mais une fois que tu arrives au bout, il n'y a plus de jeu, de trucs, c'est ultra précis. Et c'est cette précision alliée au fait que tout soit en acier. Il n'y a pas de oui,